Et si on découvrait les ruines d'une civilisation extraterrestre sur Mars? Pas un fossile, pas un microbe, une ville, aperçue d'abord par un satellite en orbite haute comme un motif qui n'avait rien à faire là. Un quadrillage d'angles impossibles gravé dans la poussière couleur rouille du bassin d'Eridania. Au début, on l'a ignoré. Un jeu d'ombre et de lumière, une anomalie géologique. Mais les scans suivants avec un radar à pénétration de sol ont révélé la vérité. Une vérité qui a envoyé une onde de choc silencieuse à travers chaque observatoire et chaque agence spatiale sur Terre. Là, enfouie sous une fine couche de sable rouge, se trouvait une nécropole de tours silencieuses et de vastes esplanades. Mais voici ce qui allait empêcher les scientifiques de dormir pendant des années. Le détail qui allait transformer cette plus grande des découvertes en notre plus grande peur. Il n'y avait aucun signe de destruction. Pas de mur fissuré par un impact planétaire, pas de traces de brûlure d'une guerre oubliée. Les structures étaient parfaites, étrangement parfaites, comme si elles ne s'étaient pas dégradées en 1 million d'années, mais avaient été placées là hier, nous attendant. Cette perfection cachait un terrible secret, un avertissement qui attendait dans le silence depuis des éons, et nous étions sur le point de découvrir ce que c'était. Je suis Léo, et voici le monde au conditionnel. L'annonce initiale fracasserait notre réalité collective. Pendant toute l'histoire de l'humanité, nous avons regardé les étoiles en nous demandant « Sommes-nous seuls ?» La réponse, livrée lors d'une conférence de presse saccadée et nerveuse, serait un non définitif. Mais une question bien plus terrifiante prendrait immédiatement sa place. Où sont-ils allés? En moins d'une décennie, nous enverrions une mission. Pas d'exploration, mais d'archéologie, de pèlerinage. À bord du vaisseau Odyssée, nous rencontrons la docteure Elara Vance. Sa spécialité n'est pas seulement de chercher la vie, mais de comprendre la chimie de son absence. Alors que le module d'atterrissage se pose, soulevant un panache de poussière ancienne et extraterrestre, elle serait la première humaine à la voir de ses propres yeux. Et ça ne ressemblerait à rien de ce que nous avions imaginé. Oublie les villes tentaculaires comme New York ou Tokyo. C'était différent. À travers son casque, Elara verrait un paysage de sculptures. Des flèches élancées d'un matériau sombre, semblable à de l'obsidienne qui semblait boire la faible lumière du soleil, agencées selon des motifs qui relevaient plus de l'art que de l'ingénierie. Il n'y avait pas de route, pas de porte, pas de fenêtre, juste d'immenses monolithes silencieux s'élevant du sol désertique. L'échelle serait écrasante, le silence absolu. Un silence non pas de paix, mais de vide profond et total. On pouvait presque sentir l'écho fantôme d'un milliard de voix maintenant disparues. L'air, fin et froid, semblerait porter le poids de leur absence. La première tâche de son équipe est simple. Obtenir un échantillon. Le matériau des flèches est la première énigme. Ce n'est pas du métal, pas de la pierre, pas de la céramique. C'est un réseau cristallin avec une structure moléculaire quasi parfaite, capable d'auto-réparer les fractures mineures dues aux micrométéorites sur des millions d'années. Cela explique la préservation étrange. Ce n'était pas une civilisation qui utilisait des matériaux. D'une certaine manière, il les faisait pousser. C'est une technologie tellement au-delà de nous qu'elle semble magique. Pour mettre ça en perspective, nos matériaux les plus avancés, comme la fibre de carbone d'un avion de chasse, sont comme des briques de boue en comparaison. Ils avaient maîtrisé la matière au niveau atomique. Mais alors qu'Elara et son équipe explorent les canyons silencieux entre les monolithes, un profond malaise s'installe. Qu'est-ce qui manque? Tout. Il n'y a pas d'effet personnel, pas d'outils, pas de meubles. Et le plus déconcertant, pas d'os, pas de corps, pas de tombe. C'est une ville fantôme, sans aucun fantôme. Comment une civilisation entière, assez avancée pour construire une ville de cristal éternel, peut-elle disparaître sans laisser de traces? Le premier vrai indice vient de l'intérieur d'une des plus grandes flèches, à laquelle ils parviennent enfin à accéder avec des forêts à pointe de diamants. L'intérieur n'est pas une pièce, mais une matrice solide du même cristal, et suspendue à l'intérieur, comme des insectes dans de l'ambre, se trouvent des motifs de lumière holographiques, des données,
une bibliothèque construite pour durer une éternité. De retour dans le laboratoire exigu de l'habitat, les faibles vents martiens sifflant à l'extérieur, l'équipe d'Elara commence le processus laborieux de décodage de cette archive extraterrestre. La plupart est incompréhensible. De la physique avancée, des mathématiques qui ressemblent plus à de l'art. Mais ensuite, ils trouvent la section de biologie, et le sang se glace. Nous avons toujours supposé que la vie avancée serait à base de carbone, comme nous. C'est le bloc de Lego cosmique et polyvalent de la vie. Les Martiens ne l'étaient pas. Ils étaient construits sur une structure de silicium-bore. Cette chimie permettait une résilience incroyable aux radiations et aux températures extrêmes. Mais il y avait un hic, une faille fatale enfouie au plus profond de leur code génétique. Leur biologie était extraordinairement adaptée à une chose, une planète avec une atmosphère épaisse et une magnétosphère puissante et protectrice. Et Mars, nous le savons, a perdu les deux. Donc, les marchés financiers mondiaux et les systèmes politiques auraient déjà été en ébullition suite à la découverte. Mais ce que l'équipe d'Elara découvre ensuite ne fait pas que déstabiliser notre monde. Ça menace de le briser. La bibliothèque n'était pas seulement un registre de leur science, c'était une chronique de leur fin. Un récit lent, méticuleux et atrocement détaillé de leur propre extinction. Ils n'ont pas été anéantis par un astéroïde, une éruption solaire ou une guerre. Ils ont été tués par quelque chose de beaucoup plus lent et de beaucoup plus intime, le changement climatique de leur propre planète. Alors que le noyau de Mars se refroidissait, son bouclier magnétique a vacillé et s'est éteint. Pendant des milliers d'années, le vent solaire, ce flux implacable de particules de notre Soleil, a arraché l'atmosphère, molécule par molécule. Pour nous, ce serait mauvais. Pour eux, c'était une condamnation à mort. Le changement subtil de la pression atmosphérique et l'augmentation des radiations cosmiques ont déclenché une réaction en chaîne dans leur biologie à base de silicium-bore. C'était une sorte de décomposition cellulaire imparable à l'échelle de l'espèce. Ce n'était pas une maladie qu'ils pouvaient guérir. C'était leur propre nature qui se retournait contre eux. Imagine regarder le ciel s'amincir, sentir l'air se refroidir, et savoir que ces changements lents et inévitables réécrivaient ton corps en un plan pour sa propre destruction. Ils étaient trop avancés pour mourir dans l'ignorance, mais pas assez avancés pour s'échapper. Leurs vaisseaux spatiaux, il s'avère, étaient magnifiques pour les voyages interplanétaires. Mais ils ne pouvaient pas transporter 1 milliard de personnes à travers le vide interstellaire. Ils étaient piégés. Ceci résout le dernier et plus obsédant mystère. Les ruines parfaites. La ville sans porte, sans fenêtre, ni habitants. Pourquoi ressemblait-elle à ça? Parce qu'elle n'a jamais été conçue pour être habitée. Lors de leur dernière génération, face à la certitude de leur extinction, ils ont consacré leurs dernières ressources à la construction d'une dernière chose. Un monument. Une pierre tombale pour leur espèce entière. Les flèches de cristal n'étaient même pas des maisons, c'étaient des archives de données, chacune un témoignage silencieux de leur art, leur science, leur histoire. Ils ont construit leur propre cimetière, et puis, un par un, ils ont simplement cessé d'être. Ils ont marché dans le désert et ont laissé le vent et les radiations les dissoudre pour les ramener aux éléments du monde qui les avaient à la fois créés et condamnés. C'était une apocalypse de silence, de résignation et de poussière. La découverte sur Mars ne serait pas une histoire de triomphe. Ce serait un éloge funèbre. Nous aurions trouvé la vie dans l'univers, seulement pour apprendre que nous venions de la manquer. Ce serait la confirmation la plus profonde de la théorie du grand filtre, l'idée qu'un obstacle empêche les civilisations de devenir interstellaires. Mais nous avons toujours imaginé que le filtre était un cataclysme soudain. Cette découverte suggère que c'est quelque chose de bien pire. Le filtre n'est pas un mur que tu frappes, c'est une longue et lente route qui se termine, tout simplement. C'est la tendance de la vie à être si parfaitement adaptée à son foyer qu'elle ne peut survivre au cycle de vie naturel et planétaire de ce foyer. Debout sur le sol rouge, regardant le mémorial silencieux et cristallin d'un peuple perdu, Elara Vance tournerait ses yeux vers le ciel.
Elle verrait la Terre, une bille brillante, bleue et blanche, suspendue dans le noir. Toute sa vie, ça avait été un symbole de foyer, de tout ce pourquoi elle luttait pour revenir. Mais maintenant, elle la verrait pour ce qu'elle était vraiment. Une horloge à rebours. Les ruines autour d'elle ne sembleraient plus extraterrestres. Elles ressembleraient à une prémonition. Un avertissement, écrit dans le cristal et le silence, qui dit « Nous étions brillants, nous étions puissants, et nous avons attendu trop longtemps. » La question est, attendrons-nous ?